Bonjour, nous sommes le dimanche 28 juin 2020 et aujourd'hui le troisième épisode dans ma série que j'appelle l'Angleterre 1959-1963. Pourquoi ces dates? Parce que ça correspond avec la nouvelle vague du film britannique, nouvelle vague qui très ouvertement s'inspire de la nouvelle vague française. Sauf que les thèmes sont beaucoup plus précis. Ce courant s'appelle en Angleterre Kitchen Sink Realism, le réalisme de l'évier de cuisine. Il s'appelle aussi Angry Young Men, Jeunes hommes en colère. Pourquoi ces deux titres? euh, Réalisme de l'évier de cuisine, parce qu'on nous montre pour la première fois les intérieurs de la classe ouvrière, et comme je l'ai souligné la première fois, parce on présente des gens de la classe ouvrière, mais pas dans des rôles comiques, qui étaient le rôle traditionnel dans le cinéma anglais jusque-là. Euh, Pourquoi Jeunes hommes en colère? Parce qu'il s'agit d'une première génération de gens de théâtre, gens de cinéma, acteurs qui viennent de la classe ouvrière. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une première dans l'histoire anglaise. C'est l'Education Act of 1944, la loi sur l'éducation nationale, sur l'instruction publique de 1944, qui enlève un certain nombre de filtres. Pas tous, je vous rassure. J'ai connu le système de l'intérieur. Euh, mais qui permet effectivement à un certain nombre de jeunes hommes en colère de devenir des gens de cinéma, de raconter leurs histoires au théâtre et au cinéma de différentes manières. La fois dernière, je vous ai parlé en 59 paraissent deux films qui sont représentatifs pour la première fois de ce courant. Je vous ai présenté la fois dernière Look Back in Anger de Tony Richardson, avec Claire Bloom, Richard Burton, et dans celui-ci, celui dont je vous parlais aujourd'hui, Room at the Top, traduit pour une fois en français d'une manière qui ne trahit pas trop le titre anglais, Les chemins de la haute ville, un film très connu avec Simone Signoret dans le rôle d'une actrice française vieillissante qui vit dans cette petite ville d'Angleterre, et dans le rôle principal masculin Lawrence Harvey. Simone Signoret, de son vrai nom Simone Kaminker. Pourquoi j'y pense maintenant? Parce que je vais parler de Lawrence Harvey, qui est un bon grand acteur du cinéma anglais, puis du cinéma britannique, et ensuite du cinéma américain. Il sera surtout connu par son rôle dans le candidat manchourien, The Manchurian Candidate, face à Frank Sinatra, film de John Frankenheimer. euh, plus tard. En fait, il est lituanien, et son vrai nom c'est Zviv Moshe Snikner. J'espère ne pas trop le, le massacrer. Donc Lawrence Harvey face à Simone Signoret. Il y a aussi une très jeune actrice anglaise, je crois que son nom c'est Heather Sears, qui ne sera pas très très connue. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Il n'est pas important que cette actrice soit connue, ni qu'elle soit particulièrement impressionnante. Alors, Room at the Top, une chambre au sommet. Ça renvoie à plusieurs choses en anglais. C'est une room at the top, ça peut être simplement la chambre de bonne, une chambre dans la partie supérieure, sous les combles dans une maison. Ici, ça renvoie de manière assez explicite au fait que quand le jeune homme arrive de la classe ouvrière, arrive dans cette ville anglaise. Bon, c'est une ville, lui il vient d'une toute petite ville ouvrière, et il arrive dans une ville de taille moyenne qui représente, chez mon souvenir, Lancaster, quelque chose comme ça. C'est un autre nom, c'est un nom bidon dans le film. Et il est déjà très content que la chambre qu'on lui donne, c'est dans le haut de la ville. C'est dans le haut de la ville. Et donc, mais ça peut vouloir dire aussi une chambre au sommet, véritablement. Et il y a l'expression anglaise there is room at the top. Voilà, c'est une chose qu'on peut dire à des jeunes gens. Ça m'a été dit à un moment donné par un de mes grands professeurs à Cambridge. Il y a toujours de la place au sommet. Et donc, l'histoire, c'est une histoire d'un jeune homme de la classe ouvrière, et qui en veut. Voilà, il arrive dans la grande ville et il veut devenir riche, et il veut épouser une héritière, et voilà, c'est son parcours.
Et son parcours déraille parce que en fait, il tombe amoureux d'une actrice française dont on comprend pas trop bien pourquoi elle est dans cette petite ville anglaise. Si elle a épousé un type qu'on voit d'ailleurs dans le film, qui est un type absolument voilà puant. Et elle fait du théâtre voilà, dans une petite troupe. Et c'est une femme. On nous dit que voilà, on nous dit que l'acteur principal, Joe Lampton, incarné par Lawrence Harvey, nous dit qu'il a 25 ans. On nous dit de Simone Signoret dans le film qu'elle a 10 ans de plus, donc ça nous ferait des personnages de 25 et 35 ans. Dans la réalité, on a plutôt l'impression qu'il s'agit d'un homme de 35 ans et d'une femme voilà, de 45 ans plutôt que d'une femme de 35. Simone Signoret obtient. Le film aura beaucoup de succès. C'est le premier, non, c'est le second film de Jack Clayton. Jack Clayton deviendra un metteur en scène très connu. Un film qui fera peu de temps après s'appelle The Pumpkin Eater, le mangeur de citrouilles, qui sera le premier grand rôle de Maggie Smith que tout le monde connaît, voilà, qui a souvent joué des rôles de pain beige, qui sera connu, qui percera dans le rôle dans The Prime of Miss Brodie. On la verra dans beaucoup de films où elle joue souvent le rôle d'une excentrique. Elle a un très beau rôle aussi, un de ses derniers, si j'ai bon souvenir, dans le Gosford Park de Altman, son avant-dernier film, qui se passe dans un manoir de l'aristocratie anglaise. Donc ça c'est pour Jack Clayton. Il fera aussi une très très belle version, voilà, très bien faite, que vous avez peut-être vu parce que c'est vraiment un film célèbre, de Great Gatsby. Voilà, il le fera aux États-Unis avec Mia Farrow dans le rôle de Daisy Buchanan et Bruce Dern dans le rôle de son mari, Robert Redford dans le rôle du grand Gatsby, Sam Waterston dans le rôle du narrateur et la très splendide Karen Black dans le rôle de la maîtresse. Karen Black, bon, j'en profite pour dire un petit mot quand même sympathique sur cette très grande actrice qui a été spécialisée dans les rôles justement de jeunes femmes de la classe ouvrière dont les yeux brillent devant les paillettes et qui souvent se révèle être une personne moins tête de linotte que le rôle qu'elle a adopté dans la vie. Ce sera le cas aussi dans ce très beau film de Bob Rafelson qui s'appelle Five Easy Pieces, 5 morceaux, je ne sais plus comment on appelle ça en français, 5 morceaux simples pour le piano, avec dans un de ses premiers rôles sérieux, véritablement sérieux, Jack Nicholson. Voilà, bon, c'est un de ces films qui rendra Jack Nicholson célèbre comme grand acteur. Et là, Karen Black, c'est ça. Donc, dans le film, là, je suis tout à fait à côté, je déraille complètement. Dans Five Easy Pieces, Jack Nicholson appartient à cette famille voilà, de la haute bourgeoisie, où il n'y a que des artistes et des gens qui ont fait fortune. Et il est là avec sa copine qui est une barmaid, voilà, une serveuse qui promène avec lui et qui n'ose pas montrer dans à sa famille. Et elle s'invitera. Bon, voilà, ça fait une belle tragédie américaine. Et je vais revenir sur le thème dans un instant. Bon, alors, donc, Room at the Top, les chemins de la haute ville. Ce jeune homme ambitieux, et bon, il voit la première fille riche qu'il rencontre, et il veut l'épouser. Voilà. Alors, le personnage de la fille riche n'est pas du tout intéressant, et ça fait partie de l'histoire du film. Parce que bon, lui, il va tomber donc Joe Lampton, il va tomber amoureux de Alice, la femme vieillissante, incarnée par Simone Signoret. Et là, bon, ils seront très amoureux. Et puis bon, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre enceinte la petite jeune. Et l'histoire va devenir une histoire invraisemblable, c'est-à-dire qu'on va le faire entrer véritablement la haute bourgeoisie, dans l'aristocratie industrielle de cette petite ville, et il n'en voudra pas. Et la tragédie, ça va être que Simone Signoret va se suicider de fait. En fait, elle va se retrouver ivre dans un accident de voiture qui est une sorte de suicide, et ce sera une histoire atroce parce que on expliquera que blessée, elle s'est traînée dans la nuit sur des kilomètres, voilà, et qu'on l'a retrouvée morte exsangue. Bon, et
c'est une des très très grandes scènes du film, c'est quand Lawrence Harvey, Joe Lampton arrive au bureau et que ses copains fêtent le fait qu'il va épouser cette fille de la haute et qu'on sable le champagne et qu'au moment même il apprend la mort de son amante, la femme qu'il aimait vraiment. Très grand moment de cinéma, très bien filmé d'ailleurs, avec des close-up, des plans rapprochés sur la bouteille de champagne, sur le verre de champagne qui finit par jeter par terre. Euh, très bon cinéma. Le directeur de la cinématographie, de l'image, là, il fera d'excellents films par la suite. C'est un, comment s'appelle-t-il, Francis quelque chose. Je vous mettrai le nom en dessous. C'est injuste que je ne me souvienne pas de son nom à lui. Euh, voilà l'histoire. Donc, un jeune homme de la classe ouvrière, il en veut, il veut devenir riche, il deviendra riche, il veut épouser une héritière, il épousera une héritière. Et en fait, la tragédie, elle sera là parce qu'il il aura gâché sa vie. Il aura gâché sa vie. Donc, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce que, bon, en général, jusque-là, les histoires, c'était des histoires de jeunes gens de la classe ouvrière et qui n'y arrivent pas d'une manière ou d'une autre, ou qui n'y arrivent jamais complètement, parce que c'est le thème aussi évidemment du Great Gatsby de Fitzgerald, c'est que ce Great Gatsby, qui est en fait un profiteur de guerre, d'après ce qu'on a compris, qui est lié aussi à la pègre sur du trafic d'alcool, qui devient ce très très grand, enfin cet homme célèbre qui cache son passé. Et son passé, ça a aussi été qu'il a été l'amant de Daisy Buchanan, qui à l'époque était donc... à l'époque, Gatsby était un jeune militaire, donc quand on est militaire, les origines familiales sont un peu masquées, dissimulées. Et donc elle tombe amoureuse de ce jeune homme pauvre, et puis elle le retrouve plus tard, enrichissime, mais enrichissime qui cache sa vie, et le mari j'oublie son prénom, Buchanan, lui sait ou se doute du passé douteux de Gatsby. Donc là aussi, dans cette histoire de Fitzgerald, c'est une histoire de jeune arriviste, voilà, qui veut arriver et qui rate. Et qui rate d'une certaine manière. Bon, Gatsby, il est assassiné par méprise. Dans le film que je viens de vous raconter, là, il réussit, alors que c'est pas ça qu'en réalité il réussissait il voulait réussir de cette manière-là, par ambition, par revanche, en fait, au nom de la classe ouvrière, que maintenant c'était possible, il le répète plusieurs fois, maintenant c'est possible que j'arrive au sommet. Et comme je vous dis, c'est un peu l'histoire du metteur en scène, de toute l'équipe du cinéma, etc. Jack Clayton lui-même, il a commencé au cinéma dans des rôles de gosse au cinéma, et puis il était tea-boy, il servait le thé, il préparait le thé, il servait le thé sur les plateaux, et puis il a monté vraiment tous les échelons du cinéma jusqu'à devenir un des très grands cinéastes. Et Tony Richardson, dont j'ai parlé la fois dernière, oui, lui commence au théâtre avec John Osborne. Ils créent leur petite compagnie de cinéma, et puis ils vont réussir à partir de là. Mais alors bon, ça c'est le film, on le trouve, on le retrouve, voilà, et ce sont les Espagnols c'est du catalan, ce sont les Espagnols les Espagnols ou les Italiens qui nous permettent à nous de voir toujours ces films. Évidemment, on peut peut-être les trouver en streaming quelque part en cherchant bien, mais il y a encore moyen de les acheter. Alors, le contexte, et ça, bon, là, c'est peut-être, je dirais, un petit peu ma valeur ajoutée, c'est que je vais contraster tout ça encore avec une autre histoire de jeune homme ambitieux de la classe ouvrière. Dans tout ce que j'ai lu récemment sur ce film, Room at the Top, je n'ai pas trouvé
Je n'ai pas trouvé ce rapprochement que je vais faire, mais bon, j'y pensais hier à propos de quelque chose que je vous ai montré. Je suis quand même un élève de Lévi-Strauss et donc je me suis quand même passionné pour ces transformations structurales où un jeune homme, un vieil homme qui revient de guerre est transposé par les voisins en une jeune fille qui s'en va, qui quitte la cour, une jeune princesse qui quitte la cour. Ces transformations qui sont très intéressantes. Euh, Moi, quand je vois Room at the Top, moi je pense à autre chose. Je pense à An American Tragedy de Theodore Dreiser, le roman, et les films qui ont été faits à partir de là. Et là, je vous montrais, en fait, ce que je vous montrais, c'est le premier film qui a été fait aux États-Unis sur justement à partir An American Tragedy. Vous voyez écrit, c'est en italien, je crois. Je connais malheureusement pas assez l'espagnol et l'italien. Et donc ça, c'est un film de 1931. Euh, le roman est de, si j'ai bon souvenir, le roman est publié de Theodore Dreiser est publié en 1925, si j'ai bon souvenir. Theodore Dreiser est déjà un romancier connu aux États-Unis et en fait ce sera ce roman-là qui s'appelle donc Une tragédie américaine qui le rendra le plus célèbre, ce sera son plus célèbre roman. C'est un livre qu'il a beaucoup de mal à écrire. En fait, il l'écrit en 1921 et n'arrive pas à le terminer. Et c'est sa femme plus deux secrétaires qui jouent le rôle de nègre, de ghostwriter, qui écrivent ensemble ce livre, au point que, voilà, si vous regardez la notice, vous verrez qu'on indique le nom de ces deux secrétaires qui ont joué en fait un rôle majeur dans l'écriture de ce livre. Ce livre a donné lieu donc à d'abord un premier film que je viens de vous montrer de 1931 avec des acteurs pas très connus qui souvent ont eu des rôles tragiques. Le metteur en scène c'est Joseph von Sternberg. Le film 31. L'année précédente, il a fait le film qui l'a rendu célèbre, le film que tout le monde connaît, qui est L'Ange bleu avec Marlène Dietrich. Et ce film-là, celui que je viens de vous montrer, c'est pas, bon, c'est pas mémorable. Ça sent encore très fort le cinéma muet. Quand le metteur en scène ou le producteur ou le studio n'avait pas envie qu'on tourne une scène, on dit et pendant ces 4 années-là, il s'est passé ceci, cela sur un écran, sur des intertitres. Ça fait encore très cinéma muet. Les acteurs ne sont pas encore tout à fait convaincus qu'au cinéma, il ne faut pas jouer comme au théâtre. En particulier, il y a un grand procès à la fin où tout c'est extrêmement théâtral, ça ressemble vraiment à du théâtre filmé plutôt que du cinéma. Euh, Sternberg n'a pas encore trouvé véritablement ce que c'est le moyen cinéma par rapport au moyen théâtre. Et bien entendu, le cinéma muet, avec l'absence de parole, obligeait les acteurs à jouer de manière encore plus théâtrale, encore plus expressive, roulant encore davantage les yeux qu'au théâtre. Au théâtre, on est un peu loin pour voir les yeux rouler, mais enfin bon. Euh, un deuxième film sera fait sur ce roman. Et je vous reparle d'abord du cinéma avant de vous parler de l'histoire elle-même. Un deuxième film, et là, ce film-là, le second, qui s'appellera pour des raisons de droit, ne s'appellera pas de nouveau An American Tragedy, mais A Place in the Sun, une place au soleil, avec de très grands acteurs, avec Montgomery Clift dans le rôle du jeune homme et Elizabeth Taylor dans le rôle de la jeune femme. Et Elizabeth Taylor est déjà connue parce qu'elle est déjà connue, donc c'est une famille anglo-américaine. En fait, ce sont des Américains qui habitent en Angleterre. Elle est élevée en Angleterre, puis elle retourne, elle fera carrière d'abord en Angleterre et ensuite aux États-Unis. C'est une jeune fille qui jouait des rôles de jeune fille. Son premier grand rôle, c'est Lassie. Bon, donc elle est amoureuse d'un chien. Ensuite, c'est National Velvet, où elle est amoureuse d'un cheval. Et là, elle explique pour ce A Place in the Sun, elle explique voilà, dans une petite featurette qui est splendide, c'est que c'est la première fois qu'elle a dû jouer, qu'elle a dû interpréter un rôle. Elle a 17 ans et c'est voilà, un rôle extraordinaire qui montre que en plus d'être une jolie petite jeune fille voilà, qui pouvait aussi jouer dans Les 4 filles du Docteur March, Little Women, qu'elle pouvait aussi jouer un véritable rôle tragique au cinéma. Et elle explique, elle dit
il fallait que j'embrasse voilà, langoureusement Montgomery Clift dans le film. Et heureusement, dit-elle, 15 jours avant, j'avais donné mon vrai baiser dans un vrai baiser dans la vraie vie. Voilà, donc elle savait comment il fallait faire. Alors, c'est quoi cette histoire de American Tragedy, A Place in the Sun? Ah oui, George Stevens, le metteur en scène de ce splendide A Place in the Sun, qui sera connu aussi pour des choses comme, voilà, comme Giant. Très grand metteur en scène américain. Euh, L'histoire, c'est la suivante, et c'est pour ça que je veux vous en parler à propos de Room at the Top. C'est la même chose. Voilà, c'est un jeune homme de la classe ouvrière, il veut grimper, il veut monter, etc. Il tombe amoureux d'une jeune ouvrière. Alors, j'ai oublié de le dire, le troisième grand rôle dans ce film, c'est Shelley Winters. Shelley Winters, qu'on retrouve, qui jouait des rôles de starlet et de pin-up jusque-là, et qui là joue le rôle d'une jeune ouvrière et qui le joue de manière absolument splendide. Euh, que vous connaissez certainement du cinéma. Ce sera elle, la mère Charlotte Hayes dans la version de Kubrick du roman Lolita de Nabokov. Ce sera aussi la grosse dame qui pathétique et touchante, attendrissante, mais qui retardera tout le monde dans les gens qui essayent de se sauver dans la tragédie du Poséidon. Euh, Très grande actrice, donc dans des rôles très divers au cours de sa carrière. Un peu parallèle d'ailleurs à Simone Signoret, bon, aussi deux femmes qui viennent du même, qui ont les mêmes origines, en fait d'Europe centrale. L'histoire, donc un jeune homme qui en veut, classe ouvrière, tombe amoureux d'une ouvrière voilà, dans l'usine où il se trouve, mais il va monter et il tombe amoureux de la riche héritière euh, interprétée par Elizabeth Taylor dans un rôle tout à fait bouleversant et splendide. Et qu'est-ce qui va se passer Et là l'histoire, ça se termine aussi par une tragédie, comme dans Rome at the Top, mais c'est une autre tragédie, parce que la jeune ouvrière devient collante et il va la tuer. Il va la tuer, il va dans une promenade. Elle lui a dit un jour qu'elle ne savait pas nager, et il l'emmène dans une promenade en canot, voilà, sur un lac dont il s'arrange bien pour qu'il soit désert, à la tombée du jour, et il, va le, il va la tuer de fait. Il va le fait, il va raconter durant le procès, bon, et le procès, je vous l'ai dit, c'est une partie importante du film, il va raconter qu'il voulait la tuer, qu'il avait changé d'avis, et que c'est au moment où elle se lève dans la barque et que la barque se renverse que la tragédie a lieu. Mais dans le roman et dans le premier film, le film de 1931, il avoue à sa mère qu'au moment où il aurait pu sauver la jeune fille tombée dans l'eau, il dit à sa mère, et sa mère jusque-là croit qu'il y a eu un accident, que c'est pas vraiment que son fils, voilà, que c'est pas la vraie histoire, que voilà. Et là, au moment de mourir, parce que bon, il va être assassiné, pardon, exécuté c'est mon opinion. Au moment où il va être exécuté dans la chaise électrique, il révèle à sa mère que, en fait, non, en fait, il l'a tuée parce qu'il aurait pu la sauver, qu'il n'a pas sauvé. Il est parti en nageant dans la direction opposée. Donc là, voilà, ça c'est, je dirais, en fait, c'est le mythe d'origine. Le mythe d'origine, c'est le jeune gars de la classe ouvrière qui veut réussir et qui sera puni par les dieux pour l'avoir fait. Soit parce qu'il ne pourra pas, parce que la personne qu'il est ne sera pas à la hauteur de ce qu'il essaye de faire, soit parce qu'il y aura un twist, voilà, quelque chose va se passer, comme le véritable amour, et qui n'est pas celui du plan, du scénario qu'il a mis au point. Donc l'idée d'une malédiction quand même
que les dieux n'aiment pas qu'on change de classe sociale. C'est le thème aussi bien de American Tragedy, aussi bien de Room at the Top. Et il faut que j'ajoute que quand Dreiser écrit son histoire, c'est une véritable histoire. On nous dit que c'est une histoire, en général, vous verrez, on nous dit que c'est une histoire qui s'est passée un peu de temps avant qu'il écrive le roman. C'est pas vrai, c'est une histoire plus ancienne. C'est une histoire de 1906. Et le jeune homme, bon, j'oublie le prénom, il s'appelle Gillette de son nom de famille, et la fille est connue dans l'histoire, voilà, c'est Grace Brown, la jeune ouvrière. Il y a quelques photos de Grace Brown, elle est très jolie, et elle est effectivement assassinée dans les circonstances que le roman décrit, c'est-à-dire, voilà, elle se noie dans des circonstances relativement claires, après être tombée d'un canot sur un étang, effectivement, aux États-Unis, quelque part. C'est pas un étang, c'est un lac. Ouais. Bon, ce sont des lacs assez grands. C'est pas les grands lacs, mais ce sont des lacs euh, importants dans les Adirondacks, si j'ai bon souvenir. Voilà, une histoire, un très beau film, je vous le recommande si vous n'avez jamais vu Les Chemins de la Haute-Ville, Room at the Top, avec des grands acteurs, c'est bien joué. Simone Signoret aura donc un Oscar à Hollywood pour le rôle qu'elle joue là. Et il y aura un Oscar aussi pour l'adaptation du roman en scénario de film. Ils sont ex aequo au départ, donc il y a ce film Look Back in Anger de Richardson et ce film Room at the Top de Jack Clayton. Ce sont les deux premiers films de ce courant qui s'appellera donc Kitchen Sink Realism ou Angry Young Men. Voilà, allez, à bientôt.